Bienvenue à tous à cette édition de webinaire qui a pour thème la fertilité et qui sera présentée par Raphaël Hautement et Gwenaëlle Jégu de l'Opia Institut. Bonsoir. Bonsoir. Je me présente rapidement, enfin, on présente l'équipe Norsan très rapidement. Donc, Magali, ma collègue qui sera au support technique et qui répondra à vos questions dans le chat. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On essaiera de vous répondre. Dans tous les cas, à la fin du webinaire, on a un laps de temps aussi pour que vous puissiez poser vos questions, donc on pourra y répondre. Parole à Gwenaëlle et Raphaël pour qu'elles puissent se présenter. Bonjour, alors moi je m'appelle Gwenaëlle Jégu et avec Raphaël Hautement et Amélie Decou, notre collègue, on a fondé Opia Institut qui est un organisme de formation pour à la base les ostéopathes mais qu'on a étendu à tous les professionnels de la périnatalité, enfin de santé et de la périnatalité. Opia, ce sont des formations où on a mélangé l'ostéopathie, donc l'ostéopathie périnatale, la nutrition et le yoga, pour faire des ponts entre les systèmes et pour avoir une meilleure prise en charge de nos patients. Moi, je suis ostéopathe depuis 2012. J'ai un DU en micronutrition depuis 2013. Et j'ai fait bon nombre de formations ensuite avec des labos, avec le CIN, donc l'Institut du professeur Coudron en Belgique. Et je suis diplômée de micronutrition de la femme et de gynéco-obstétrique. Voilà, je laisse Raphaël se présenter. Bonsoir. Donc moi, je suis Raphaël, une des trois de ce trio Opia Institut. Je suis également ostéopathe. J'ai fait mon DU de micronutrition avec Gwenaëlle, puisqu'on ne se quitte plus depuis des années. Voilà, elle a oublié de mentionner que nous sommes aussi professeurs de yoga depuis quelques temps. Donc, nous mélangeons voilà, toutes ces thématiques-là autour vraiment de la périnatalité avec des formations qui sont centrées sur la fertilité, la grossesse et le postpartum et la physiologie du cycle féminin. Nous, on s'intéresse vraiment à cette, en tout cas à cette physiologie féminine autour de la question de la périnatalité. Et on donne des formations régulièrement, toutes les 6 semaines, 6-8 semaines, nous sommes en formation pour voilà, accueillir des professionnels et puis leur parler d'ostéo, de micronutrition, de yoga, de comment faire des ponts entre tout ça et de comment prendre en charge les patients vraiment de manière beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique sur ces thèmes spécifiques. Voilà qui je suis. Et notre troisième acolyte, c'est Amélie Decou. Elle, c'est notre pilier yoga, notre pilier yogique dans notre trio. Elle est aussi formée en micronutrition et aussi ostéopathe. Mais voilà, elle s'occupe beaucoup plus de la partie yoga. Elle a un 200 heures et un 300 heures qu'elle est en train de terminer en yoga pour ensuite pouvoir apporter beaucoup plus de prise en charge justement en fertilité, en grossesse et en postpartum de la femme. Donc voilà, donc c'est notre petit trio. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Donc Norsan est un laboratoire d'origine norvégienne créé en 2013 qui a son siège social actuellement à Berlin en Allemagne. On est implanté depuis fin 2019 en France et en Belgique. On est spécialisé dans les produits hautement dosés en oméga 3, EPA et DHA, non concentrés et 100% naturels. On est une des premières marques d'oméga 3 en pharmacie en Allemagne. Et notre objectif premier, c'est vraiment de sensibiliser la population à l'importance des oméga 3, le rôle des graisses dans notre organisme et de permettre au plus grand nombre de bénéficier d'un apport suffisant en oméga 3 pour rééquilibrer le rapport oméga 6-3, qui est très important. Je voulais dire aussi que donc, à la fin de la présentation, on laissera un laps de temps pour que vous puissiez poser vos questions. N'hésitez pas à
soit mettre vos questions dans le chat ou si vous souhaitez intervenir oralement, il y a la petite main sur laquelle vous pouvez cliquer et on se fera un plaisir de vous répondre à la fin de la présentation. Du coup, je laisse la parole à nouveau à Raphaël et Gwenaëlle. Parfait. Alors, on va repartir déjà sur quelques rôles des oméga-3. Les oméga-3, c'est un acide gras. Donc, c'est un acide gras longue chaîne et polyinsaturé. Donc, pour avoir l'EPA et le DHA, c'est la longue chaîne. Et l'oméga-3 de base, la forme brute, c'est un acide gras polyinsaturé. Donc, ça veut dire qu'il a plusieurs liaisons de carbone disponibles pour venir fixer des éléments. Donc, comme Raphaël l'explique souvent en formation, c'est comme si vous aviez des petits ports d'attache. Vous aviez un port avec des places disponibles pour venir garer des bateaux. Bah, l'oméga 3, l'avantage, c'est qu'il a plein de places disponibles pour emmener avec lui des éléments chimiques qui vont être nécessaires ensuite pour la nutrition de la cellule et pour le développement de systèmes dans l'organisme, que ce soit un système hormonal, une cellule. Voilà. Les oméga-3, donc ça a pour premier rôle la fluidité membranaire. Il faut savoir qu'une cellule, ça, on vous en parle un petit peu plus en détail après, mais une cellule, c'est formé d'une bicouche lipidique. Donc, c'est 2 couches de gras qui vont être l'une sur l'autre. Et en fait, plus vous avez d'oméga-3, plus la cellule est fluide et permet le passage de micro-éléments. Donc, vous allez avoir plus de communication cellulaire avec un apport en oméga-3. Ça va également servir au transport des vitamines A, D, E, K notamment. Et c'est très important quand vous prenez d'autres compléments alimentaires que les oméga-3, je ne sais pas, un complexe vitaminé ou juste de la vitamine D, de le prendre en même temps que vos oméga-3 pour que la vitamine puisse être transportée. C'est vraiment intéressant. Et dans les produits Norsan, vous avez aussi de la vitamine D, de la vitamine E, notamment, qui sont déjà dans les produits. Et c'est hyper important que ces vitamines-là soient prises en présence de gras, sinon ça ne sert à rien de les prendre. Elles seront non digestes. Ça a aussi un grand rôle au niveau antioxydant et notamment au niveau du cholestérol. Quand il y a une cholestérolémie un peu trop élevée avec le mauvais cholestérol, entre guillemets, c'est parce que le cholestérol va être oxydé. Les oméga-3 vont avoir un fort pouvoir antioxydant sur le cholestérol. Et du coup, du cholestérol, ça on le voit un petit peu après, mais le cholestérol, ça permet de fabriquer les hormones. Et ensuite, les hormones vont permettre de fabriquer les gamètes, notamment pour la fertilité. Donc, les gamètes, ce sont les follicules, les ovocytes, les spermatozoïdes et tout ça. L'augmentation du LDL cholestérol, donc le bon cholestérol, par antioxydation du mauvais cholestérol. Ça assure la formation des sels biliaires également, donc ça va assurer toute la digestibilité des toxines et tout ça. Ça a une grosse action au niveau du foie et c'est d'ailleurs traité quasi uniquement que par le foie et l'intestin, un petit peu, mais les acides gras en général, c'est traité par le foie. Donc pour que vos oméga-3 soient bien assimilés et qu'ils puissent fabriquer du bon cholestérol, qui va fabriquer de bonnes hormones, qui va fabriquer de bons gamètes pour la fertilité, il faut que le foie soit dans une mesure de santé. Donc, c'est important quand on parle d'oméga-3 de parler aussi de porosité intestinale, de parler de détoxification hépatique pour que ces oméga-3 soient bien assimilés et puissent fabriquer plus tard des cellules fluides qui correspondent les unes avec les autres et qui ainsi vont pouvoir déployer beaucoup d'énergie. Ça a une action dans la lipolyse. Donc ça, c'est absolument génial pour toutes celles qui veulent perdre du poids. Manger des oméga-3. Les oméga-6 vont activer la lipogénèse. Donc ça va activer la production de cellules adipocytaires. Alors que les oméga-3, par fluidification membranaire, vont permettre la sortie de l'adipocyte de la cellule et ainsi permettre la lipolyse. Donc très intéressant dans les régimes. Pas de régime sans gras, jamais. Et encore moins dans la fertilité. La fin de la chaîne des oméga-3, ça va être les EPA et le DHA. Donc ça, c'est l'avantage aussi des produits Norsan, c'est qu'ils sont hautement dosés en EPA et DHA, ce qui permet une grosse économie énergétique au corps. Parce que quand vous avez un oméga-3 sous forme brute, il va falloir avoir une enzyme, la delta-6 désaturase, qui va devoir découper
les oméga-3 pour avoir la fin de la chaîne, donc les acides gras polyinsaturés longue chaîne, et obtenir l'EPA et le DHA. L'EPA, ça va permettre de produire ce qu'on appelle des PGE3, donc ce qui sont des prostaglandines. Les prostaglandines, c'est des dérivés lipidiques qui ont une grosse action anti-inflammatoire et anti-agrégant plaquettaire. Les EPA, c'est ça dont on a besoin quand, par exemple, il y a des règles douloureuses. Prendre des EPA, c'est une très bonne idée parce que ça va produire des PGE3 qui vont, eux, être anti-inflammatoires, notamment sur l'utérus. Ça limite aussi les contractions utérines. Donc, c'est assez intéressant quand il y a des règles douloureuses et notamment quand il y a eu, quand ça fait plusieurs fois que les patientes ou que vous-même êtes en PMA. Souvent, il y a une grosse charge chimique par la stimulation, par les ponctions, etc. Donc, c'est intéressant d'avoir des oméga-3 longue chaîne polyinsaturés, donc EPA, DHA, pour calmer un peu le système, pour calmer le système de contraction utérine notamment. Et le DHA, ça va produire des résolvines. Les résolvines, c'est ce qui va permettre la résolution de l'inflammation. Ça, l'inflammation, on y revient un petit peu en fin de présentation. C'est très, très important pour la fertilité parce que quand il y a un système inflammatoire dans l'organisme, un système inflammatoire souvent prolongé, le corps va prioriser les éléments. Et la fertilité n'est absolument pas une priorité. La priorité de l'organisme, c'est sa propre survie. La reproduction, ça vient après. Donc, pour un organisme qui est inflammé, qui a une porosité intestinale, qui a, je ne sais pas, une pathologie type les classiques en fertilité, c'est endométriose, SOPK, il va falloir apporter beaucoup de DHA pour calmer un peu l'inflammation, pour que le corps se dise que c'est plutôt intéressant d'aller faire des follicules plutôt que de se battre en continu. Et également, le DHA va permettre la production de protectines, ce qui va engendrer une protection neuronale. Il faut savoir que quand il y a une inflammation digestive, notamment, par l'intermédiaire du nerf vague, il va y avoir une inflammation neuronale cérébrale. Donc, quand il y a des ballonnements, des alternances diarrhée-constipation, des pathologies inflammatoires, que ce soit endométriose, SOPK, mais ça peut être une spondylarthrite ankylosante, ça peut être n'importe quelle pathologie inflammatoire, alors il va y avoir une inflammation de bas grade et alors tout le système cérébral va être inflammé. Donc, c'est important d'avoir du DHA qui va générer des protectines pour diminuer la charge inflammatoire neuronale. Et il faut savoir aussi que le DHA, ça rentre dans la formation des gamètes, et notamment au niveau des spermatozoïdes. Ça va permettre la formation de l'acrosome, qui est vraiment le bout de la tête du spermatozoïde. Et sans DHA, ou s'il y a carence de DHA, alors l'acrosome ne sera pas fonctionnel. Or, l'acrosome, c'est ce qui permet au spermatozoïde de fabriquer des enzymes qui vont permettre la pénétration dans l'ovocyte. Donc, s'il y a un manque de DHA chez les messieurs, alors l'acrosome sera non fonctionnel et à ce moment-là, il n'y aura pas possibilité de pénétration du spermatozoïde dans l'ovocyte. Donc ça, c'est hyper intéressant sur les patients ou sur nous-mêmes quand il y a des troubles de la fertilité, de tout de suite faire les bilans pour les deux parties, que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Et pas que les bilans classiques gynéco, mais demander, c'est de plus en plus effectué, hein, mais il faut vraiment demander l'évaluation des acides gras polyinsaturés. Le DHA, ça rentre aussi dans la composition du cerveau. Il faut savoir que le cerveau, c'est à peu près 60% de gras et sur les 60% d'acides gras présents dans le cerveau, il y a 40% qui sont du DHA. Donc, s'il y a un manque de DHA, il y a un manque de fonction cérébrale, plus ou moins importante selon les cas. Ça va rentrer dans la composition de la rétine également. Donc, très intéressant, ça, c'est pas le sujet, mais dans la DMLA. Et ça rentre dans la composition du système nerveux. Donc, par la production notamment de protectines, ça va baisser le système inflammatoire nerveux. Ici, on vous a mis une petite, un petit schéma. Donc, la partie oméga-6, elle n'est pas très importante pour nous aujourd'hui. On va plutôt s'intéresser à la partie oméga-3. Donc, la partie oméga-3, l'oméga-3, c'est un acide gras polyinsaturé. Qui, quand il est transformé en EPA et DHA, se transforme en longue chaîne et c'est l'acide alpha-linolénique. Dans l'EPA, donc c'est ce que je vous expliquais, vous allez avoir production
de PGE3, qui sont les prostaglandines de type 3, qui sont anti-inflammatoires et anti-agrégantes plaquettaires, et le DHA qui vient ensuite. Il faut savoir que pour passer des oméga-3 à EPA-DHA, il faut une enzyme, la delta-6 désaturase. Cette enzyme, elle est faite à partir d'acides aminés. Donc, c'est intéressant d'avoir un apport de protéines parce que les acides aminés, c'est la base de la protéine, c'est ce qui va former la protéine. Donc, c'est intéressant d'avoir un apport de protéines suffisant pour pouvoir fabriquer des enzymes. Et donc, sur les régimes sans apport protéique ou avec insuffisance d'apport protéique, il va y avoir un déficit de dégradation des oméga-3 en EPA et DHA. D'où l'intérêt d'avoir des compléments qui ont déjà directement de l'EPA et du DHA. C'est vraiment important parce que le système enzymatique est assez sensible. Les acides aminés sont assez sensibles, donc il y a vite altération du système. Les oméga-3 végétaux, ce sont toujours des oméga-3 sous forme brute. Les oméga-3 animaux, alors sauf pour l'algue de chez Norsan qui a réussi à faire une formule végane, mais c'est très rare que les végétaux aient une formule EPA-DHA directement en eux. C'est souvent des formules oméga-3 oméga-3 classiques. Et ensuite, les animaux, ils vont ingérer donc le végétal et eux, ils vont le transformer en EPA et DHA. C'est pour ça qu'on retrouve bien plus d'EPA et de DHA dans les petits poissons, par exemple, qui, eux, ont mangé les petites algues et qui l'ont transformé ensuite. Et donc, nous, on va pêcher les petits poissons, plutôt les petits poissons de mer froide pour éviter les métaux lourds et permettre une moins grosse toxicité des produits. Mais les produits animaux oméga-3 sont plus intéressants à consommer pour avoir de l'EPA et du DHA dans la nutrition classique, sans complémentation. Après, on trouve effectivement les algues de chez Norsan. La fertilité, c'est optimiser la fécondation, c'est pas simplement assurer la fusion de deux gamètes, c'est dans un environnement hormonal optimal. Donc pour avoir un environnement hormonal optimal, il faut avoir un cholestérol de bonne qualité. Pour ça, il faut avoir un foie qui fonctionne bien et il faut avoir un apport d'oméga-3 suffisant pour avoir des hormones qui sont fluides et qui vont donner des gamètes de qualité. Dans un appareil génital mécaniquement opérationnel, c'est prendre en compte tout l'environnement nutritionnel, émotionnel, le mode de vie, la pollution organique, les rôles des perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est le docteur Joël Diagre qui a dit cette merveilleuse phrase. C'est un médecin qui est dans le sud de la France et qui fait des grandes recherches sur la fertilité et c'est assez chouette d'aller écouter ses conférences et de suivre ce qu'il fait. Vraiment, la fertilité, c'est un tout. C'est déjà un luxe pour le corps. Donc, de plus en plus de gens ont des problèmes de fertilité parce qu'il y a de plus en plus de pollution organique, de perturbateurs endocriniens, de blocages mécaniques également. C'est là où nous, en tant qu'ostéopathes, on va intervenir dans les blocages mécaniques et après, en nutrition, on va intervenir justement sur l'apport des micronutriments et sur l'absorption de ces micronutriments. La fertilité, donc, ça désigne l'aptitude à se reproduire. Pour la femme, ça implique des organes génitaux sains et des cycles menstruels apparents. Et pour l'homme, c'est une production de spermatozoïdes en quantité et en qualité suffisante, ainsi que la possibilité d'éjaculer. On parle toujours d'une fertilité de couple. C'est pour ça que lorsqu'il y a un problème de fertilité, quand il y a des troubles de la fertilité, c'est hyper important de recevoir le couple en entier. Donc, les deux protagonistes du couple. C'est important de faire les tests d'infertilité sur les deux partenaires tout de suite parce qu'il est arrivé, de moins en moins, mais il est arrivé que la femme fasse des tests et des tests et des tests pendant des mois, voire des années, et qu'un jour, on se rende compte que, oh, miracle, c'était monsieur qui avait un spermogramme de piètre qualité. Et donc, c'est important de vraiment prendre en charge tout de suite parce que les problèmes de fertilité, ça touche énormément de gens. Ça concerne de plus en plus de couples. Et les conjoints sont considérés comme infertiles après 1 an de rapport sexuel régulier. Donc, rapport sexuel régulier, c'est 2 à 3 fois par semaine sans contraception et n'aboutissant pas à une grossesse. En France, ça concerne un couple sur 7. Et sur ce couple sur 7, il y en a 1 sur 10 qui va consulter.
Le pourcentage d'infertilité, il est à 33% féminine, 20% masculine et 40% mixte. Donc, c'est pour ça, c'est ce que je vous disais, c'est important de considérer les deux parties du couple. Parce que souvent, dans 40% des cas, c'est les deux parties qui ont un petit souci de production ou de qualité. La fertilité, c'est pas que une question d'organes de petit bassin. La fertilité, c'est un tout. C'est-à-dire que la fertilité, effectivement, ce sont à la base juste, on peut se dire, tiens, c'est un ovocyte qui rencontre un spermatozoïde et il y a fusion. Mais c'est aussi un système hormonal qui va créer un ovocyte et un spermatozoïde de qualité. Et puis, c'est un foie qui va devoir générer un acide gras correct. Et puis, c'est un nerf vague qui va devoir donner la bonne info au système digestif pour calmer l'inflammation digestive, pour arrêter de transmettre de l'inflammation au petit bassin. Et puis, c'est une thyroïde qui va devoir transmettre le message au niveau hormonal. Et c'est les glandes dans le cerveau, hypophyse et hypothalamus. Donc, en fait, l'infertilité, ça concerne l'intégralité du corps et pas juste deux gamètes. Ça, Raphaël va vous expliquer tout le cycle menstruel, justement, et toute la partie de la physiologie cellulaire. Merci, merci. Alors, tout le cycle menstruel, non. On va faire rapide puisqu'on n'a pas un temps infini. Mais globalement, l'idée, c'est de comprendre un tout petit peu quelles sont les hormones qui rentrent en jeu. Et comme disait Gwen, ces hormones étant des acides gras, à un moment donné, il faut prendre absolument tout ça en compte. Donc, ce cycle menstruel qui se décompose en 3 phases, folliculaire, ovulatoire et lutéale. Donc, folliculaire, c'est la première phase, d'accord, des règles jusqu'à l'ovulation. L'ovulation, c'est la période évidemment de l'ovulation, et la phase lutéale, c'est de l'ovulation jusqu'aux menstruations. Pour ce cycle hormonal, là, alors on ne voit pas quand moi je fais la souris. Hein, c'est pas grave. Donc, on voit sur le petit schéma qu'on vous a mis à droite, on voit les courbes qui changent en fait, qui montent et qui descendent en fonction de plusieurs facteurs, notamment d'imprégnation de certaines hormones. La FSH et la LH qu'on voit en haut, et puis ensuite on voit en bas œstrogène, progestérone en deuxième partie de cycle, etc. Ce qu'on voit, c'est tout en haut, c'est l'hypophyse et au-dessus l'hypothalamus. Donc, l'antéhypophyse, la première partie, et la post-hypophyse qui ne produisent pas les mêmes hormones. L'hypothalamus, il faut considérer que c'est le chef d'orchestre, ok, tout en haut. Il va informer l'hypophyse qu'il faut fabriquer des hormones type FSH, LH ou ocytocine. Ensuite, cette hypophyse, elle va informer la thyroïde qu'il faut passer le message en dessous et il faut que ça arrive jusqu'aux ovaires. Et pour que ça arrive jusqu'aux ovaires, donc la thyroïde, qui est un petit peu la poste, va aller chercher le foie et lui dire « Salut, il faudrait fabriquer des hormones de qualité, des œstrogènes de qualité, les ovaires en ont besoin. » Et le foie va dire « Bah ok, je vais prendre les acides gras qu'elle m'a donné à manger ce matin et je vais fabriquer des hormones de qualité. » Et ensuite, les envoyer vers les sites ovariens. Quand l'ovaire est complètement full, il renvoie un message directement à l'hypophyse et à l'hypothalamus comme un accusé de réception pour dire c'est bon, c'est ok, j'ai ce qu'il me faut, on s'arrête là. Et donc ça s'appelle le rétrocontrôle. C'est pour ça que Gwen vous disait il y a une boucle qui se fait, qui s'appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire et qui part de l'hypothalamus et qui revient vers l'hypophyse en étant passé par la thyroïde, le foie, enfin d'autres organes aussi, mais c'est quand même les principaux. Les hormones nécessaires vont être la GnRH, la FSH, les œstrogènes, la LH, la progestérone et l'AMH. On va les détailler ensuite pour comprendre un petit peu qui fait quoi. Mais on voit ici, voilà, sur le schéma là, donc la courbe du bas, les œstrogènes qui montent jusqu'à l'ovulation, puis ensuite c'est la progestérone qui va prendre le relais, etc. Le corps est fait de telle sorte qu'il sait faire tout ça. Mais pour ça, il lui faut quand même être en équilibre pour pouvoir mener son cycle correctement au fur et à mesure des jours et amener la physiologie à se faire dans les bons temps. C'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des cycles qui sont plus longs. Sauter un cycle en cas de stress, en cas de passage d'examen, etc., etc. En fait, c'est juste qu'à un moment donné, comme disait Gwen, le corps va prioriser et il va dire « Ok, ce mois-ci, on passe le concours du barreau. » On va taper haut, comme ça c'est... Hein.
très stressant. On passe le concours du barreau, on a franchement autre chose à faire que fabriquer des œstrogènes. On verra plus tard. Le cycle prochain, on verra si on a un cycle de qualité, mais là, ce mois-ci, on va laisser tomber. Et en fait, ça nous montre bien à quel point le système hormonal, il est sensible, il est fragile à l'équilibre général du corps. Je veux bien ma diapo d'après. Donc, la GnRH, elle permet la synthèse de la FSH et de la LH, d'accord? La production, elle est pulsatile. Ça, c'est hyper intéressant. On peut revenir sur la diapo d'avant? Merci bien. J'ai un... Donc, on voit sur cette diapo, là où on voit des neurones, il y a marqué neurones là sur le petit schéma. En fait, à cet endroit-là, donc entre l'hypophyse et l'hypothalamus, il existe ce qu'on appelle un système porte, qui est un système sanguin qui va transmettre les informations d'une glande à l'autre glande par pulsatilité. C'est par diffusion pulsatile. C'est énorme, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une information qui est en haut et pour qu'elle arrive en bas, il va y avoir ce qu'on appelle une diffusion par le système porte hypothalamo-hypophysaire. C'est un espèce de petit réseau veineux. Et en fait, les messagers vont circuler de l'un à l'autre. Et pour ça, c'est comme d'habitude, il faut qu'on ait une certaine compliance cellulaire, artérielle et veineuse, pour permettre la diffusion de ces messagers. Et cette compliance cellulaire, elle se fait aussi par un apport correct en oméga 3 qui permet la fluidité de la double couche lipidique. Petite diapo. La FSH, qui est donc l'hormone folliculostimulante, donc elle stimule la croissance des follicules et elle permet la spermatogénèse, stimule l'aromatase des cellules de Sertoli et de la granulosa. Ça permet la transformation des androgènes en œstrogènes, donc c'est-à-dire des hormones brutes en hormones spécifiques. Les œstrogènes permettent la maturation de l'ovocyte, activent la lipogénèse, donc le stockage dans les adipocytes. La LH, quant à elle, donc, elle permet la synthèse des androgènes, elle déclenche l'ovulation par rupture de la membrane basale du follicule et elle maintient le corps jaune en phase lutéale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la LH qui est responsable de l'information, de la rupture de la membrane basale et de la sortie du follicule. Encore faut-il que cette membrane soit fluide suffisamment pour se laisser percer pour la sortie du follicule. Encore une fois, on y revient toujours sur la fluidité de la membrane cellulaire et c'est vraiment à cet endroit-là, là, les oméga 3 vont avoir un rôle hyper important. La progestérone derrière, elle va favoriser la nidation. Elle stimule les effets des œstrogènes et alors elle a un effet d'inhibition sur les contractions utérines, etc. Et en fait, ce qui va nous intéresser là vraiment, c'est aussi le maintien du corps jaune au moment de cette deuxième phase lutéale. Et tout ça, ce sont uniquement des acides gras. L'AMH, c'est une hormone de différenciation sexuelle qui diminue la sensibilité des follicules. L'AMH, c'est l'hormone anti-mullérienne. Et c'est une hormone qui nous permet aussi d'avoir une certaine idée de la réserve ovarienne. Je dis une certaine idée parce qu'en vérité, on ne peut pas compter réellement, on ne peut pas dénombrer réellement les follicules présents dans les ovaires, puisqu'il faudrait disséquer pour ça, ce n'est pas du tout possible. Mais en revanche, on sait que chaque follicule en maturation va produire de l'AMH et ce taux d'AMH va nous donner une indication du nombre en gros de follicules présents encore dans le cortex ovarien. Et ça, c'est quand même une indication hyper importante. La testostérone, son job, ça va être de inhiber la LH. Elle va avoir un rôle important sur la libido, sur l'humeur, les fonctions cognitives et la spermatogénèse. Elle possède la même protéine de transport que les œstrogènes. Ça aussi, c'est important. Ça, Gwen adorerait vous en parler pendant des heures. Ce sera l'occasion une autre fois. Et l'ocytocine et le cortisol qui vont vraiment nous intéresser ici. L'ocytocine qui stimule les contractions utérines, la glande mammaire, freine la production de cortisol. C'est l'hormone de l'amour et du lien. L'ocytocine, elle est produite par l'hypophyse. D'accord ? C'est une hormone qui va nous servir au moment de l'accouchement à pouvoir créer des contractions efficaces. Mais c'est aussi une hormone qui va permettre, pour ce sujet qu'est la fertilité, de rendre mobiles les cils vibratiles qui sont à l'intérieur de la trompe. Quand le follicule est expulsé par l'ovaire, il va ensuite faire un trajet à l'intérieur de la trompe, puis s'arrêter et attendre gentiment que les spermatozoïdes viennent à sa rencontre. Mais pour avancer un peu dans la trompe, il va être poussé par des petits cils vibratiles à l'intérieur. Et ces cils vibratiles vont se mettre en action sous l'effet de l'ocytocine. À savoir que l'ocytocine a quand même un antagoniste adrénaline. Et ça, c'est très, très important parce que quand on est au niveau cellulaire saturé en ocytocine, on peut avoir un pic d'adrénaline, un pic de stress, ça ne va pas se fixer.
Et inversement, c'est-à-dire que quand on est trop sous adrénaline, l'ocytocine va avoir du mal à prendre le relais et à faire son job. Donc, ça vaut le coup tout le temps de se poser quand même la question du bien-être, de l'environnement, de la stabilité émotionnelle, etc., etc. Ça joue à tous les niveaux. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. On en produit beaucoup quand on fait du pot à pot, ne serait-ce que ça. Mais c'est évidemment une hormone qu'on produit en quantité énorme au moment de l'orgasme. Donc, c'est super utile. Avant le XVIe siècle, on pensait, mais non, pas encore. Pardon. Mais non, c'est une petite anecdote quand même. Avant le XVIe siècle, on pensait que c'était très important d'avoir un orgasme pour être fertile. C'était la croyance populaire. Et puis, du jour où quand même, globalement, les hommes dans le monde médical se sont emparés des histoires d'accouchement et des histoires de fertilité, ils ont dit pas du tout, tout ça, on s'en fiche. Et aujourd'hui, la science quand même nous ramène à ça et nous dit si, c'est super important. C'est super important d'être dans un environnement dans lequel on se sent bien, on se sent en sécurité et dans lequel on peut avoir vraiment du plaisir où qu'il soit d'ailleurs. Hein, c'est pas, voilà. Le cortisol, qui est une hormone anti-inflammatoire, qui permet la résolution de l'inflammation, si et uniquement si sa sécrétion est inférieure à 48 heures. Au-delà, la production de cortisol, et c'est le cas chez beaucoup de gens, en fait, va se diffuser complètement, passer la barrière du liquide, la barrière hémato-encéphalique. Donc, un cerveau qui baigne dans le cortisol, c'est un cerveau qui se retrouve en état inflammatoire archi-chronique. Et cette chronicité va venir petit à petit informer aussi les neurones de l'intestin, donc engendrer cette perméabilité intestinale dont Gwenaëlle parlait. Et l'état du microbiote va dépendre aussi de cette perméabilité intestinale. Donc, la qualité des oméga-3 qu'on consomme, c'est important, mais la manière dont ils vont être assimilés par l'intestin et redirigés ensuite vers la circulation systémique, c'est quand même aussi un point clé assez majeur. On peut tourner la diapo. J'y vais. Donc, toutes ces hormones, elles sont synthétisées à partir du cholestérol. Le cholestérol est un constituant lipidique. Il y a eu sur la première diapo une petite erreur que quelqu'un a fait remarquer qui est vrai. Le bon cholestérol, c'est le HDL. Le LDL et le mauvais cholestérol, c'est le L de loose. De frappe, nos excuses. Donc, ce cholestérol, il est apporté par l'alimentation, il est synthétisé par le foie et par l'intestin. La membrane cellulaire, elle se compose d'une double couche de lipides. C'est vraiment, il faut penser la cellule comme moi je dis ça aux patients, comme un bocal à poisson rouge. Vraiment. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau dedans, il y a une membrane, bon, bah, c'est pas du verre, c'est une double couche de gras, et dedans, le poisson, c'est l'appareil de Golgi, c'est notre petit ordinateur de bord qui va échanger des informations et qui va produire des déchets. Si on ne change pas l'eau du bocal, ça devient super compliqué. Et c'est exactement pareil. Quand on a une membrane cellulaire trop rigide, il y a un souci de diffusion, de transfusion de l'eau et des autres éléments, évidemment, entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane. Et c'est hyper important de renouveler l'eau intracellulaire. Le cholestérol, il fait partie intégrante de cette bicouche lipidique et il s'intercale. Donc, on le voit bien là. Attendez. Hop, je vous pousse, mais pour voir mon schéma. Bon. Voilà, on voit qu'il s'intercale entre deux phospholipides. Donc là, c'est une double couche lipidique. Voilà, des glycoprotéines. Hop, tac, tac, tac. Et puis, voilà. Bon, les protéines, les chaînes. Bon, c'est un peu technique. On fera un truc là-dessus, en spécifique, avec Gwen. Mais voilà, la double couche lipidique avec les échanges, on voit bien en fait, hein, les échanges qui peuvent se faire entre la double couche. S'il n'y a pas assez de fluidité membranaire et qu'il y a trop de rigidité, on se retrouve avec des verrous tout simplement de passage des informations et de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule et de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule. Et ça, c'est très important aussi. Ça empêche la cellule de communiquer correctement avec ses copines cellules d'à côté et de se rendre compte qu'il est peut-être temps pour elle de dégénérer. Je crois que c'est la diapo d'après. Ah non, ah magnifique, c'est une cellule. Voilà, on voit bien là on dirait le monde magnifique d'Avatar. Donc l'intérieur de la cellule avec, on va dire voilà, son petit poisson rouge en fait. Hein, c'est son noyau, son appareil de Golgi, et puis les mitochondries ici dont on va vous parler, qui sont hyper importantes dans dans la fertilité. Alors, ces fameuses ce petit dessin me fait toujours rire. Alors, hop, je redécale, mais c'est pas...
Donc, il faut absolument dans la fertilité parler d'ATP. L'ATP, c'est une petite faute d'orthographe, adénosine triphosphate, qui est un composant chimique synthétisé par les mitochondries, donc les espèces de petits haricots bleu ciel qu'on a vu dans la cellule juste avant, et à partir du glucose. C'est de l'énergie cellulaire permettant la division cellulaire, la fonction métabolique et le transport des éléments actifs. En gros, l'ATP, c'est l'unité de production d'énergie du corps. D'accord ? Il y a des usines qui sont les mitochondries dans lesquelles on va fabriquer de l'ATP. D'accord ? Et cet ATP va nous permettre d'aller, permettre la division cellulaire, certaines fonctions métaboliques, etc., etc. La fonction cellulaire principale, c'est la production d'énergie. Donc, c'est l'ATP via les mitochondries qui sont des organismes intracellulaires dans la cellule. Il y a environ 1200 mitochondries par cellule. Et elles ont elles-mêmes des membranes lipidiques. Il y a des lipides dans des lipides dans des lipides. Vous voyez qu'il y a un moment, il faut vraiment que ce soit des lipides de très bonne qualité pour que tout le monde à l'intérieur puisse communiquer. Le glucose va entrer dans la mitochondrie pour être transformé en ATP. En cas de manque de glucose, ce sont les acides gras et ensuite les protéines qui seront utilisées pour la synthèse de l'ATP. Ça peut être possible pendant un temps, mais pas longtemps. C'est-à-dire que tous les régimes où on enlève vraiment les sucres complexes, tous les sucres complexes, à un moment donné, la cellule va se servir des acides gras et des protéines pour remplacer. Mais ça ne peut pas durer dans le temps, ça ne peut pas durer trop longtemps. Cet ATP, pourquoi il nous intéresse beaucoup dans la fertilité, c'est qu'il va permettre, entre autres, la mobilité du flagelle. Donc, le spermatozoïde, c'est une tête qui possède les informations génétiques et puis un flagelle qui permet la mobilité. Okay ? Et dans beaucoup de spermogrammes qu'on voit aujourd'hui, nous aussi en cabinet, il y a des problématiques de mobilité des spermatozoïdes, beaucoup. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler énormément en boostant la synthèse d'ATP. On va pouvoir le faire par différents outils, notamment la complémentation en coenzyme Q10 et en zinc, mais ça ne peut, encore une fois, pénétrer la cellule unique que si la double couche lipidique est suffisamment fluide et le permet. Et c'est ça qui va faire toute la différence. On peut prendre des compléments alimentaires d'immense qualité. À un moment donné, si la membrane de la cellule ne permet pas la diffusion, c'est pas utile. Cette mitochondrie, elle contient un génome qui lui est propre et qui sera transmis à l'embryon. La santé des mitochondries des parents va donc impacter la santé du futur enfant. Alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on pensait que, comme seule la tête du spermatozoïde rentre dans l'ovule, on pensait que les mitochondries paternelles ne servaient à rien, en gros. Donc, c'est pas vrai, parce qu'il y a une vingtaine de minutes pendant lesquelles il y a un échange d'informations de ce génome mitochondrial à l'intérieur vraiment de l'ovule. Et ça, c'est quand même assez inédit. C'est tout neuf, là, ça évolue tout le temps. S'il manque des micronutriments, les mitochondries vont dégénérer. Alors qu'elles ont un rôle majeur dans l'apoptose. L'apoptose, c'est la capacité de la cellule à comprendre qu'elle est arrivée au bout de son cycle de vie et qu'il faut qu'elle dégénère. Elle le fait naturellement. Chaque cellule, en fonction des endroits du corps et du job qu'elle a à faire, a une durée de vie limitée et elle a une capacité à s'autodétruire qui s'appelle l'apoptose. Encore faut-il quelle est la capacité de se rendre compte qu'elle est en train de dégénérer par rapport à sa copine d'à côté qui est plus jeune et qui est en train de faire une nouvelle fonction. Et c'est ça qui nous intéresse vraiment. Si une cellule n'a plus sa capacité d'apoptose, c'est là qu'on peut voir apparaître des développements, des proliférations cellulaires, comme le développement de cancer, de malformations, etc. Allez, je vais vous parler d'inflammation. Donc l'inflammation, c'est un élément, c'est l'archétype de la réaction immunitaire, c'est un élément tout à fait physiologique tant qu'il ne dépasse pas 48 heures. Donc il y a 3 phases dans cette inflammation. Il va y avoir l'initiation, donc lorsqu'il y a un corps étranger par exemple qui rentre dans la peau, ou lorsque le système digestif est un petit peu altéré et qu'il y a activation du système immunitaire. En deuxième phase, vous avez l'amplification du SNC. Donc, ça va être vraiment la réponse chimique qui va envoyer l'information au cerveau pour obtenir normalement la résolution. Et donc, l'inflammation est physiologique si la durée est inférieure à 48 heures. Donc, dans l'initiation, vous allez avoir une vasodilatation des capillaires sanguins et une augmentation de la perméabilité. Pour que la perméabilité
L'augmentation de la perméabilité, ça va permettre les échanges des éléments du corps pour l'immunité. Donc, ça va être les échanges des mastocytes. Vous allez avoir des cytokines qui sont des petits éléments qui vont activer la production de résolution de cette inflammation. Il va y avoir une exsudation des protéines sanguines et du plasma. Donc, pour ça, c'est toujours pareil. Il faut que la paroi des vaisseaux qui sont sous-jacents à l'impact, donc là, par exemple, sur l'image, vous avez une épine ou une écharde dans la peau. Il faut que les vaisseaux qui sont sous-jacents aient suffisamment de perméabilité pour laisser passer, pour filtrer les éléments chimiques et les éléments de défense immunitaire. Donc, un des premiers éléments chimiques qui va arriver sur site, c'est la sérotonine. Il faut savoir que la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est fabriqué à 95% dans l'intestin et qui est extrêmement utile dans le système intestinal en cas d'inflammation digestive, qui normalement est sécrétée par l'intestin, puis va être remontée au cerveau pour être stockée dans l'épiphyse toute la journée. Et ensuite, en fin de journée, cette sérotonine va être relarguée dans le cerveau pour être transformée en mélatonine et en valentonine afin de permettre l'endormissement. Quand il y a une lésion digestive, quand il y a une hyperperméabilité intestinale, quand il y a une pathologie inflammatoire, la sérotonine digestive va être principalement utilisée sur les lieux d'inflammation et donc très peu utilisée par le cerveau. Et à ce moment-là, vous allez avoir dans les problématiques d'endormissement, les problématiques de réveil avec des désirs, par exemple, de sucre la nuit. Les personnes qui se réveillent vers 3-4 heures du matin et qui vont boire un bol de lait pour se rendormir. En fait, le lait, c'est du lactose, enfin, il y a du lactose dans le lait, et le lactose, c'est du sucre. Et le sucre, ça va permettre à la sérotonine de passer la barrière hémato-encéphalique. Donc, un manque de sérotonine dans le cerveau va générer des compulsions sucrées et les compulsions sucrées vont altérer notamment le microbiote et vont altérer les cellules parce qu'il y aura trop de sucre dans les cellules, ça va modifier la concentration, le gradient de concentration cellulaire et donc il y aura moins de communication cellulaire. C'est pour ça qu'il faut énormément de fluidité membranaire pour que même s'il y ait des petits troubles, il y ait quand même de la communication de base. L'amplification du système nerveux central, ça va faire intervenir les macrophages. Les macrophages, c'est les petits Pac-Man. Vous vous souvenez tous, j'espère que vous connaissez tous ce jeu formidable qu'est Pac-Man. Donc, c'est ce petit bonhomme qui avance et qui grignote les petits éléments. Là. Et ben, les macrophages, c'est ça. C'est-à-dire que ça va arriver sur site et ça va manger les petits agents pathogènes qui sont là. Mais pour pouvoir faire une phagocytose, il va y avoir une production et une sécrétion de monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote, c'est un pro-oxydant. Et ça va également générer une vasodilatation. Donc, quand il y a une inflammation quelque part, il faut absolument amener des antioxydants. Les antioxydants, c'est les fruits, les légumes, c'est le sélénium, mais c'est aussi les oméga 3. Les cytokines, c'est la réponse immunitaire centrale, c'est-à-dire que les cytokines sont des petits éléments chimiques qui vont envoyer l'information au cerveau comme quoi tel lieu est attaqué et donc il faut réagir. Il va falloir libérer du cortisol parce qu'eux, ils sont en train de réagir localement et le cortisol est ensuite normalement nécessaire pour résoudre l'inflammation, pour terminer cette inflammation. Donc, je vous donne quelques petites définitions. Vous allez avoir l'ACTH, qui est une hormone hypophysaire de réponse au stress. C'est l'adrénocorticotrophine. Et c'est une hormone qui va permettre ensuite la sécrétion de cortisol. Donc, c'est toujours pareil. Et pour ça, il faut avoir donc, les cytokines qui vont envoyer une information au cerveau. Le cerveau va produire via l'hypothalamus de la CRH, qui est une hormone, qui ensuite va donner l'information à l'hypophyse, qui lui-même va produire de la CTH et qui ensuite va produire le cortisol. Tout ceci est un jeu hormonal. Les hormones, souvenez-vous, sont fabriquées à partir du cholestérol et à partir du coup d'un cholestérol non oxydé pour avoir des hormones de qualité.
Donc, les cytokines, ce sont des protéines, ce sont des petits messagers chimiques donc, qui informent le cerveau et qui sont là également pour activer la fièvre. La fièvre, c'est un élément très intéressant dans l'inflammation tant qu'elle est de courte durée. Donc, quand il y a un petit pic de fièvre, ce n'est pas forcément utile de prendre tout de suite un antipyrétique. C'est intéressant de laisser le corps aussi réagir correctement pour calmer l'inflammation. Les TNF, donc c'est des tumor necrosis factors, ce sont des protéines qui sont sécrétées par les lymphocytes T, qui sont des éléments de l'immunité, et c'est un acteur de l'inflammation. Et les anti-TNF, ce sont des anticorps qui bloquent l'action de ces TNF et qui diminuent l'inflammation locale. Les TNF, ils vont augmenter l'inflammation pour augmenter la réponse immunitaire. L'inflammation, tant qu'elle est inférieure à 48 heures, elle va vraiment être physiologique et elle va vraiment être intéressante pour activer la réponse immunitaire et pour faire le ménage au niveau des agents pathogènes sur site. Dans cette amplification du SNC, donc dans cette deuxième phase, vous allez avoir un nerf qui va intervenir et qui est le nerf vague, qui est un nerf, qui est le nerf le parasympathique le plus puissant de l'organisme. Donc sur le petit côté de la diapo, vous avez un schéma qui vient du livre de Éric Marlien sur le nerf vague et vous avez comme ça une petite idée de toutes les destinations du nerf vague. Donc, comme son nom l'indique, au niveau anatomique, il est assez dur à différencier. Il est un peu partout. Il a des actions cardiaques, pulmonaires, digestives principalement. Et donc, donc vous en avez deux, ils sortent de derrière les oreilles. Donc pareil, toutes les personnes qui ont eu des accidents de voiture, par exemple, avec des coups du lapin ou qui ont des problématiques de cervicalgie à répétition et tout ça, il peut y avoir des compressions du nerf vague à la sortie du crâne et ça peut générer des troubles digestifs et des troubles de la fertilité par surinflammation du corps, tout simplement, entre guillemets, parce qu'il y a un blocage mécanique. Donc, c'est important quand on parle de fertilité d'aller chercher sur tous les plans, que ce soit chimique, micromoléculaire, psychique, corporel. Enfin, vraiment, faut aller tabler sur tous les plans. Donc, vous en avez deux, un droit, un gauche. Et il va y avoir deux types de fibres, des fibres efférentes et des fibres afférentes. Donc, quand il y a une présence de bactéries, les bactéries vont libérer ce qu'on appelle des LPS, c'est des lipopolysaccharides. À faible dose, ça va activer les 20% de fibres efférentes. Ça va libérer l'ACH et ça va activer des anti-TNF. Donc, ça va faire baisser l'inflammation. Ça, c'est quand il y a des faibles doses d'agents bactériens. Les cytokines, les TNF et les interleukines, donc qui sont aussi des agents immunitaires, vont activer, eux, les 80% de fibres afférentes. Et ces 80% de fibres afférentes vont activer à terme le cortisol. Comme Raphaël vous l'expliquait, quand il y a une surcharge de cortisol dans l'organisme, le cerveau va se mettre en protection, entre guillemets, et il va générer une inflammation de bas grade. Parce que si le cortisol a passé la barrière hémato-encéphalique, alors le cerveau baigne dans le cortisol et donc le cerveau va envoyer en permanence des éléments pour activer le système immunitaire. La stimulation vagale, donc quand on booste le système vague, ça va engendrer une inhibition de la synthèse des TNF dans le cœur, le foie, la rate, et ça diminue les TNF circulants. Ça, c'est quand on booste les 20% de fibres efférentes. Quand on inhibe le système vague, ça va entraîner une exacerbation de la libération des TNF. Donc, ça va engendrer une réaction inflammatoire énorme. Or, le système vagal, c'est un système qui va fonctionner en fait jusqu'à un certain seuil. Jusqu'à un certain seuil, on va être en hyperstimulation du nerf vague et d'un coup, ça va basculer et le nerf vague est plus capable de générer ses fonctions. Et à ce moment-là, il va passer en hypostimulation du vague. Donc, toutes les pathologies inflammatoires qui vont trop stimuler le nerf vague vont inhiber toutes ces fonctions. Donc, toutes les pathologies inflammatoires, c'est notamment l'endométriose, le SOPK, tous les MICI, les problèmes d'intestin chroniques, mais également à partir du moment où vous avez
un système inflammatoire de bas grade. Donc, c'est toutes les personnes qui ont énormément de ballonnements, qui ont des ventres qui gonflent énormément après les repas. C'est toutes les personnes qui ont des dysbioses intestinales. Ça, c'est hyper intéressant. Toutes les dysbioses intestinales vont avoir un énorme impact sur le système vague. Et ce que je vous disais, tous les accidents de voiture, les whiplash, donc les coups du lapin, toutes les compressions qui peuvent y avoir sur le trajet du nerf vague. Donc pareil, une ceinture qui passe ici et sur laquelle on a été appuyé, vous voyez que sur le schéma, le nerf vague, il passe assez au centre. Mais après, ça peut aussi être une stimulation par hyper-sécrétion d'acide au niveau de l'estomac. Ça peut être énormément de choses qui infectent un petit peu le nerf vague. Et en troisième phase, normalement, il y a la résolution et la réparation. Donc, le foie va être activé, il va engendrer une néovascularisation, donc une nouvelle vascularisation pour aider la cicatrisation. Il y a une migration des cellules spécifiques à la cicatrisation. Donc, pareil, pour qu'il y ait migration, il faut qu'il y ait fluidité membranaire. Il faut qu'il y ait possibilité de passage entre les systèmes. L'hypophyse donc va augmenter la production d'ACTH, va activer les glandes surrénales et donc ça va activer le cortisol et ça éteint l'inflammation. Le cortisol qui est trop haut, c'est tous les gens qui font des burn-out et qui ont du coup une cortisolémie qui est extrêmement haute. Ça, c'est un gros signe d'inflammation. Raphaël vous disait tout à l'heure, l'antagoniste de l'ocytocine, c'est l'adrénaline. Quand il y a une forte libération de cortisol, c'est aussi parce qu'il y a un fort stress. Le stress, c'est pas que du stress psychique, c'est aussi du stress cellulaire qui est bénéfique en toute petite quantité et qui est pathogène dès que ça devient trop long et trop fort. Et quand il y a du stress cellulaire, qu'on parle d'une cellule ou d'un ensemble de cellules qui formera un organe ou quoi que ce soit, il va y avoir une libération d'adrénaline. Donc, quand il y a une inflammation du système digestif, il va y avoir une libération d'adrénaline et du coup, une diminution de la production d'ocytocine. La fécondation, donc ce que Raphaël vous disait tout à l'heure, ça se fait dans le tiers supérieur de la trompe. C'est la pénétration du spermatozoïde dans la zone pellucide de l'ovocyte. La zone pellucide, ça va servir de garde-manger à cette cellule œuf. Donc, une fois que le spermatozoïde suffisamment dosé en DHA a réussi à avoir un acrosome qui fabrique des petites enzymes, donc des acides aminés, qui vont permettre de pénétrer dans l'ovocyte, alors il va y avoir une cellule œuf qui va se former et cette cellule œuf va se nourrir pendant les quelques jours qu'elle met à descendre les 2/3 de la trompe et à venir se nicher dans l'utérus. Elle va se nourrir de ce qu'il y a dans la zone pellucide. Cette zone pellucide, il faut donc qu'elle soit en amont riche en micronutriments et riche en acides gras. Parce que, comme Raphaël vous disait, la cellule, c'est du gras. Et donc, pour fabriquer plein de petites cellules pour se multiplier en 2, 4, 12, 32 cellules et pour ensuite pouvoir aller s'implanter, il va falloir qu'il y ait du gras dans cette zone pellucide, donc des acides gras de qualité. Quand une fois que la cellule œuf est descendue et est arrivée au niveau de la membrane utérine, alors il y a pénétration dans l'endomètre de cette cellule œuf. Pareil, c'est toujours la même chose pour qu'il y ait pénétration. Il faut que la cellule œuf, tac, 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 elle fasse son petit chemin et elle rentre. OK. Une fois qu'elle est rentrée, les villosités maternelles sanguines vont devoir cheminer jusqu'à cette cellule œuf. Pour pouvoir cheminer, il faut, 1, qu'elle soit fluide et 2, qu'il y ait assez de courant métabolique. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait assez d'eau et de micronutriments dans ces villosités pour qu'elles puissent atteindre la cellule œuf. Si elles ne peuvent pas atteindre la cellule œuf, si les villosités maternelles ne sont pas assez fluides pour se mouvoir jusqu'à la cellule œuf, alors la zone pellucide étant un garde-manger limité, va générer la dégradation de la cellule œuf et il y aura une fausse couche. Donc c'est vraiment important d'avoir tout un complexe de vitamines et de minéraux en amont d'un désir de grossesse et surtout d'avoir une qualité d'acides gras dans le corps importante pour que cette cellule œuf puisse se développer, pour qu'il y ait possibilité de fusion entre les deux gamètes, pour qu'il y ait possibilité de fusion entre les villosités sanguines maternelles et la cellule œuf. Également, pour qu'il y ait
pour qu'il y ait une fusion des deux gamètes et qu'il y ait acceptation par le corps de la génitrice de cette cellule œuf, il faut qu'il y ait une modulation immunitaire. Ça veut dire qu'il faut baisser le système immunitaire de la mère pour qu'elle accepte les 50% de cellules qui ne sont pas à elle. Or, quand la femme est en hyperinflammation, soit par pathologie, endométriose, SOPK, ça peut être avec des antécédents de cancer et de chimio, par exemple, ça peut être avec des antécédents de très très forte malnutrition ou de trop de porosité intestinale, la modulation immunitaire ne sera pas possible. Donc, ça va altérer également la fertilité. C'est hyper important de prendre la fertilité comme un tout et les oméga 3, ça va permettre d'agir un petit peu partout dans l'organisme. Le désir d'enfant, ça se prépare du côté féminin et du côté masculin. Plus le terrain est fertile, plus les plantes prospèrent. C'est la même chose avec les embryons. C'est vraiment, plus c'est préparé, plus c'est fluide, plus les échanges se font entre les cellules, plus l'embryon a de chances de se générer et de pouvoir s'implanter et de grandir. Si les cellules communiquent bien entre elles, avec des membranes fluides, ça permet les échanges de nutriments, ça permet une production d'ATP qui va permettre elle-même la mobilité, entre autres, du flagelle, du spermatozoïde, et ça permettra la production d'hormones de qualité. Le système hormonal fonctionnant correctement, ça entraîne un cycle menstruel et une spermatogénèse productive. Les oméga 3, je pense que vous l'avez compris, on les aime beaucoup, nous, chez Opia, les oméga 3. On en parle beaucoup dans nos formations. Ça va assurer vraiment la bonne production des hormones. Ça va permettre une grande fluidité membranaire. Ça permet la fusion du spermatozoïde et de l'ovocyte. Avec une quantité suffisante de vitamines et de minéraux dans la zone pellucide, ça permet le développement de la cellule œuf. Ça permet également, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, l'ouverture de la zone pellucide. Parce que si dans cette zone pellucide, donc qui est le petit garde-manger, c'est trop rigide, si la membrane est trop rigide, alors elle ne pourra pas s'ouvrir pour laisser passer la cellule œuf pour aller s'implanter dans la muqueuse utérine. Donc ça, c'est pareil, ça, c'est des fausses couches très précoces qui se voient même pas. Enfin, généralement, les femmes, elles s'en rendent même pas compte. Ça va permettre la mobilité, entre autres, des villosités maternelles, le développement des cellules embryonnaires puis fétales, et ça calme l'inflammation générale des organismes, qu'ils soient féminins ou masculins. Et ça permet également un équilibre neuronal pour la mère et pour l'enfant, mais aussi pour le père. Il n'y a pas que la mère et l'enfant. Voilà, je vais laisser maintenant Nolwenn vous présenter les gammes de produits. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très intéressant et super complet. Donc, la partie Norsan, voilà, je vais parler un petit peu des oméga 3 de manière générale. Donc là, on est face à deux planisphères. Le planisphère de gauche qui nous indique l'index oméga 3 EPA et DHA partout dans le monde, et celui de droite sur les index ALA. C'est intéressant de regarder sur le planisphère de gauche les pays qui sont en vert, qui sont notamment ceux qui ont un index oméga 3 supérieur à 8%, donc qui correspond à l'idéal recommandé pour l'index oméga 3. Et ce sont les pays du Nord, bien souvent, dont la Norvège, évidemment, parce que dans ces pays-là, ils consomment énormément de petits poissons gras, beaucoup de poissons, de manière générale, et l'alternative au quotidien, c'est de prendre de l'huile de poisson. On y retrouve des huiles de poisson comme nous, on trouve dans les huiles d'olive dans nos cuisines. Donc voilà, ça explique que les oméga 3, l'index oméga 3 correspondent à l'idéal. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir comparer les pays, donc entre les deux planisphères, notamment le Canada. On voit que au Canada, c'est là où on consomme le plus d'ALA, sur le planisphère de droite, qui est mentionné, et pour autant, sur le planisphère de gauche, l'index EPA et DHA est inférieur à 4% au Canada. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de dire, voilà,
consommer de l'ALA, c'est toujours intéressant, par les huiles de lin, les graines de chia, des choses comme ça, c'est toujours bien. Mais si on veut rétablir son index oméga 3 et rétablir son rapport oméga 6-3, bien souvent, ça ne suffit pas. Et la meilleure alternative, c'est vraiment de prendre des EPA et des DHA, donc par les huiles de poisson ou les huiles d'algues. Sur la slide d'après, on explique du coup, on explique du coup qu'il y a 2 paramètres à prendre en compte quand on parle des oméga 3. L'index oméga 3, qui est le pourcentage d'EPA et de DHA dans les membranes des globules rouges. Actuellement, l'idéal, c'est vraiment d'être supérieur à 8%. Et on constate aujourd'hui, partout dans le monde, qu'on est entre 4 et 6%. On est en dessous. Et ensuite, le rapport oméga 6-3, donc l'apport en oméga 6 comparé à l'apport en oméga 3. L'idéal serait d'être entre 1,1 et 5,1. Aujourd'hui, on est on est à 15 oméga 6 pour 1 oméga 3. Et c'est d'autant plus important chez les moins de 25 ans, où on est à 25 oméga 6 pour 1 oméga 3. Sur la slide d'après, on voit par rapport à la population en Europe, peu importe la tranche d'âge dans laquelle on se situe, on est au-dessus du rapport oméga 6-3 recommandé. Et donc là, on voit vraiment la courbe qui monte pour les moins de 25 ans, et on est à 24 pour 1. Donc ensuite, voilà, les explications de pourquoi ces chiffres-là, pourquoi l'index oméga 3 est aussi faible aujourd'hui, parce que nos habitudes alimentaires ont évolué. En fait, avant, on consommait beaucoup de produits de la terre ou de produits de la mer directement. Aujourd'hui, l'alimentation s'est énormément industrialisée. Ce qu'on va retrouver en supermarché, ça va être beaucoup de produits, de plats préparés qui sont très riches en oméga 6, qui ont des huiles végétales de basse qualité et qui vont être très très riches en oméga 6. Donc pareil, les animaux en fait vont être nourris avec des farines très riches en oméga 6. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui qu'on soit autant bas dans les index et dans le rapport oméga 6-3. Sur la slide d'après, ce qui est expliqué aussi, c'est que effectivement, les oméga 6 et les oméga 3 ont des effets antagonistes, c'est-à-dire que les oméga 6 vont être pro-inflammatoires. Ils vont favoriser l'inflammation, favoriser les douleurs, les problèmes liés aux fonctions cérébrales, des choses comme ça. Donc, c'est très important d'avoir assez d'oméga 3 pour pouvoir rétablir le rapport oméga 6-3 et que l'organisme a besoin de cet équilibre pour pouvoir se réguler. Ensuite, sur la slide d'après, la slide suivante, voilà, forcément, c'est important de consommer des oméga 3, mais à quel dosage? Selon plusieurs études scientifiques et plus de 30 000 analyses biologiques des acides gras, on recommande un dosage de 2000 mg d'oméga 3 par jour. Il a été démontré qu'avec 2000 mg par jour, pendant 4 à 6 mois, il y avait des bienfaits sur l'organisme. Et comment on peut atteindre ces 2000 mg par jour? Alors, si on se limitait à la consommation de poisson, il faudrait consommer 100 g de hareng, ou 250 g de saumon, ou 3 kg de cabillaud par jour, ce qui n'est tout simplement pas possible actuellement. Et qui n'est pas recommandé parce que avec les métaux lourds et les PCB qu'on retrouve dans le poisson, il n'est pas recommandé de manger trop de poisson non plus. Donc, la meilleure alternative, c'est de consommer les huiles de poisson. Donc, une cuillère à soupe d'huile de poisson ou une cuillère à café d'huile d'algue ou l'équivalent après en capsule, selon les préférences. Donc, Norsan, en fait, on propose 4 gammes différentes. Donc, on a la gamme totale, qui est une huile de petits poissons gras. Bien souvent, on va avoir des personnes qui vont avoir des problématiques liées à l'inflammation, qui vont avoir des maladies particulières. Bien souvent, quand il y a une maladie, c'est très souvent lié à une inflammation au sein de l'organisme. Et donc là, on
on va recommander l'huile de petits poissons gras qui est 100% naturelle et qui est plus riche en EPA qu'en DHA, sachant que l'EPA a des propriétés anti-inflammatoires. Ensuite, on a la gamme Kids pour les enfants, donc, qui est disponible en version liquide et en version pastille gélifiée à mâcher, qui est un mélange d'huile de foie de morue et d'huile de poisson 100% naturelle. La version liquide a un arôme naturel d'orange. Elle peut s'administrer dès la diversification alimentaire chez l'enfant. Et les pastilles à mâcher, on les recommande à partir de l'âge de 3 ans. Elles sont au goût de fraises et de citron et sont en général bien appréciées des enfants. Ensuite, on a la gamme vegan et la gamme Arctis, que je vais détailler un petit peu plus puisqu'on est vraiment dans le thème de la fertilité. Donc, ces deux gammes sont plus riches en DHA qu'en EPA, en sachant que le DHA va être, on va le retrouver dans les membranes cellulaires du cerveau, etc. Donc, c'est intéressant pour le thème en question. Donc, on a l'huile d'algue qui est issue de la microalgue Schizochytrium sp, donc plus riche en DHA qu'en EPA, qui a un arôme naturel de citron et qui est mélangé avec une huile d'olive biologique vierge extra. En fait, on recommande 5 ml par jour, donc environ une cuillère à café par jour pendant 4 à 6 mois. Ce qui est important aussi pour toutes nos huiles, j'ai oublié de le mentionner, c'est qu'après ouverture, il faut conserver l'huile au réfrigérateur. Et donc pour cette gamme-là, une 30aine de jours au réfrigérateur, c'est suffisant. Et ensuite, on a les capsules. Les capsules, donc on est sur 4 capsules par jour pour atteindre le dosage de 1700 mg d'oméga 3 par jour. Et ensuite, sur la slide d'après, donc la gamme Arctis, qui est une huile de foie de morue 100% naturelle, plus riche en DHA qu'en EPA aussi, avec une cuillère à soupe par jour, donc 10 ml environ, vous avez les 2000 mg d'oméga 3. Qui est disponible aussi en capsule. Donc là, on est sur 2 fois 3 capsules par jour pour avoir le dosage de 1500 mg, dose journalière recommandée. Voilà, donc là, ensuite, j'en parle rapidement, c'est l'analyse des acides gras qui sera bientôt disponible sur le marché français, bientôt commercialisé, qui est un autotest sanguin. Donc simplement avec une petite aiguille, hein, vous piquez le doigt, vous mettez la goutte de sang sur un petit carton, il suffit de l'envoyer au laboratoire et vous avez les résultats sous 7 à 10 jours. Et le test vous indique donc l'indice oméga 3, le rapport oméga 6,3 et les graisses trans. Ce qui est très intéressant à faire, c'est de pouvoir le faire avant la cure et ensuite après la cure pour pouvoir voir l'évolution au sein de l'organisme. Voilà, ce qui est important aussi pour les oméga 3, c'est effectivement les indices d'oxydation qu'on appelle l'indice Totox, qui nous sont compris entre 3 et 10 pour l'ensemble de la gamme, en sachant que vous allez retrouver sur le marché aujourd'hui des produits qui vont être plutôt à une moyenne de 26 pour l'indice d'oxydation. Donc, un indice d'oxydation qui est faible garantit que l'huile n'est pas oxydée et donc qu'elle est fraîche et qu'elle est de qualité. Par la suite, sur la slide d'après... Pardon, ça n'a pas marché. Voilà, donc on s'est limité à l'indice Totox, l'indice d'oxydation. Donc, pourquoi choisir les produits Norsan? Parce que ça permet de rétablir, vous l'avez compris, son rapport oméga 6,3. Ce sont des produits 100% naturels et sans concentration chimique. Ils sont certifiés Friend of the Sea et IFOS, qui sont deux certifications importantes quand on parle d'oméga 3. Tous les produits sont disponibles en version liquide ou capsule pour répondre à tous les besoins sur le marché.
On a déjà été recommandé par plus de 5000 médecins, pharmaciens et thérapeutes partout dans le monde. 9 clients sur 10 sont satisfaits et recommanderaient la marque Norsan. Et on a déjà des sportifs de haut niveau qui sont convaincus et qui ont déjà utilisé nos produits pour améliorer aussi leur performance physique. Sur la slide d'après, nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter en dehors du webinaire si vous avez d'autres questions, si on n'a pas répondu à toutes les questions, ou si vous voulez plus d'informations sur ce qui a été abordé, ou sur les produits, ou sur Norsan, n'hésitez pas. Aussi, dernière information, vous pouvez, pendant une semaine, on a un code promotionnel qui était sur la slide d'après, qui est Web 1703. Si jamais vous êtes intéressé pour commander les produits, n'hésitez pas. C'est valable jusqu'au 25 mars, donc encore une semaine, sur l'ensemble de la gamme, donc moins 10%. Et pour finir, on a notre prochain webinaire qui est dans le courant du mois d'avril, donc le 7 avril, sur l'alimentation végane. C'est sur la slide d'après, je pense, qu'on avait ajouté. Voilà, avec Marie Capel, naturopathe, donc les nutriments essentiels dans l'alimentation végane, le jeudi 7 avril. Et pour finir, le jeudi 5 mai, le retour des oméga 3 avec le docteur Delorgerine, qui est médecin, cardiologue, nutritionniste et ex-chercheur au CNRS. Comme on vous l'a indiqué, on vous enverra le replay très vite après le webinaire. Et dans tous les cas, ça sera sur YouTube par la suite. Voilà. Merci à tous d'avoir participé. C'était super intéressant. Merci Raphaël et Gwenaëlle pour votre présentation. Merci à vous. Merci à tous les participants et merci pour les questions. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.